Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler donc de la fermeture de l'auricule pour quel patient. Alors tout d'abord, je vous rappelle que la fermeture de l'auricule, c'est une procédure qui est une procédure transcathétaire et qui, par voie transseptale, permet de libérer un dispositif auto-expandable et qui permet de fermer l'auricule. Alors, quels patients? Eh bien, évidemment, c'est les patients qui sont atteints de fibrillation atriale. Vous voyez que la prévalence de la fibrillation atriale peut être extrêmement importante. À partir de 90 ans, on est à plus de 20%. Et les AVC qui sont issus de la fibrillation atriale, eh bien, ils augmentent dramatiquement et donc il y a une pathologie extrêmement fréquente. Est-ce que ça vient de l'auricule? Eh bien, si vous prenez toutes les séries qui ont été publiées en termes de transfusion, voire de pathologie, eh bien, on retrouve que 91%, 91% des AVC sur FA sont dus à des thrombus provenant de l'auricule gauche. Donc, alors comment ça se passe, une prise en charge d'une FA? Eh bien, vous savez qu'on doit aller, dans un premier temps, évaluer le risque thromboembolique du patient. Et puis, on nous propose le score de risque CHA2-VASc, qui, à partir de 1 maintenant, devrait être anticoagulé, et plus que 2, c'est un risque élevé. Et à ce moment-là, vous allez quand même regarder de savoir si vous pouvez anticoaguler ce patient et donc s'il a des risques de saignement. Il y a plusieurs risques, de scores de risque qui sont à disposition. Le HESBLED est proposé par la Société européenne. Mais enfin bref, si vous avez déjà eu un saignement majeur, en particulier une hémorragie cérébrale, à mon avis, il est stupide d'aller mettre ce patient sous anticoagulation. Et donc c'est un premier lot de patients qui devraient bénéficier de la fermeture de l'auricule gauche. Maintenant, si vous passez ce cap du saignement, en particulier du saignement hémorragique cérébral, eh bien, vous tombez dans les scores de risque avec le HESBLED, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui à partir de 3 est un risque de saignement important. Et vous voyez, quand vous mettez en balance le CHA2-VASc à gauche et le HESBLED 3, eh bien, vous avez des mêmes items, l'hypertension, l'âge, l'AVC. Et donc, à risque thromboembolique élevé, vous avez un risque de saignement élevé. Et pour illustrer ce propos, je vous présente deux patients, femme 75 ans, 75 ans, hypertendue, qui fait un AVC sur une FA, c'est quand même assez banal. Un CHA2-VASc qui est très élevé, donc risque thromboembolique très élevé, 6. Elle doit être anticoagulée, mais le HESBLED est 3, risque de saignement élevé. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Le même patient, mais c'est un homme, il a 64 ans, c'est pas nettement différent, il est hypertendu et il a un AVC sur une FA, exactement la même chose. Alors le CHA2-VASc est à 3 et le HESBLED est à 2. Donc lui, il n'a pas de risque de saignement et puis il a un risque thromboembolique qui est quand même élevé, il est à plus de 2. Donc on peut l'anticoaguler. Mais quand vous allez un peu plus loin dans l'anamnèse, eh bien vous voyez qu'il prend des ANS, qu'il a un carcinome du côlon. Et donc tout d'un coup, ça devient quelqu'un qui finalement est à risque, mais qui n'est pas relevé dans le score de risque de HESBLED. Donc mon propos, c'est que le HESBLED, c'est un score de risque qu'on doit prendre avec des pincettes. Si vous allez dans le papier original, vous voyez que c'est une estimation des risques de saignement intracrâniaux, mais aussi d'hospitalisation pour saignement, d'hémoglobine, une baisse d'hémoglobine de plus de 2 grammes ou une transfusion. Donc on a un risque qui est finalement de saignements qui ne sont pas forcément importants par rapport au risque thromboembolique. Alors, finalement, saignement, ischémie, eh bien, quel est le bénéfice net clinique d'une anticoagulation? Là, vous avez le risque embolique, et puis là, le risque avec des HESBLED plus de 3, moins de 3. Eh bien, vous voyez que ces patients-là qui ont un risque embolique faible, mais un risque saignement important, basé sur le HESBLED, eh bien, bénéficie toujours d'une anticoagulation, encore une fois, pour dire que le HESBLED, il faut le prendre avec des pincettes. Alors, qu'en est-il des nouveaux anticoagulants? Eh bien, les nouveaux anticoagulants, en termes d'efficacité, ils ont l'air relativement mieux que la warfarine, et puis en termes de sécurité, ils sont mieux, moins d'hémorragie intracrânienne, avec un petit bémol sur les saignements gastro-intestinaux qui paraissent un peu plus élevés avec ces nouveaux anticoagulants. Donc, ma deuxième lot de patients que j'enverrai pour une fermeture d'auricule, eh bien, c'est des risques de saignement qui sont individualisés. Comme je vous l'ai dit, le HESBLED est peut-être un élément, mais je pense qu'il faut vraiment aller plus loin que le HESBLED et voir. Il y a un certain nombre de patients qui passent à la trappe et qui sont mis sous anticoagulation et qui vont saigner. Et ces patients peut-être bénéficieraient d'une fermeture de l'auricule. Après, le troisième problème, c'est la compliance. Et ça, je pense que vous êtes tous au courant que la compliance
sous warfarine, eh bien, elle est très compliquée. Elle est facile à voir parce que vous contrôlez ces patients avec il y a un INR. Mais vous voyez, ça c'est des études qui sont un peu pessimistes, mais on arrive quand même avec des études qui montrent qu'on arrive près de 10% de compliance chez les patients de 85 ans. Et vous vous rappelez de mon premier DAS, c'est des patients qui sont à plus haut risque thromboembolique. Donc une grosse catastrophe en termes de prévention thromboembolique. Qu'en est-il des nouveaux anticoagulants? Même chose, si vous regardez les 3 études de Dabigatran et autres, donc Rely, Rocket et Aristotle, eh bien vous avez une discontinuation de la thérapie après 2 ans de follow-up, que ce soit pour les vitamines K ou pour les nouveaux anticoagulants, vous avez un gros problème de compliance dans l'anticoagulation. Alors, ça c'est un groupe aussi. Les gens qui sont non compliants, que faire? Est-ce qu'on les laisse? Ils ont parfois des risques de thromboembolique extrêmement importants et ils ne sont pas protégés. Alors, qu'en est-il maintenant? Ça, c'est les patients qui sortent finalement de l'anticoagulation. Mais maintenant, qu'en est-il des patients finalement qui peuvent être anticoagulés et qui sont anticoagulés? Et là, on a 2 études qui comparent la fermeture de l'auricule avec les patients qui peuvent avoir une anticoagulation, donc warfarine versus fermeture d'auricule, avec des scores relativement bas, CHAD score de 2,2 à 2,3. Et des risques de saignement aussi qui sont relativement faibles. C'est une étude qui montre finalement, qui est de façon assez intéressante, que en termes d'efficacité, avec des objectifs, l'objectif primaire donc en termes d'efficacité, eh bien montre que c'est équivalent en tout cas pendant plusieurs années, mais quand on arrive à 4 ans, eh bien là on voit tout d'un coup que le device est supérieur, avec une diminution en particulier de la cause de toute mort. Et puis, évidemment, le problème, eh bien, c'est la sécurité. Évidemment, la procédure est greffée d'un certain nombre de problèmes techniques, en particulier les épanchements péricardiques et les AVC. Et ça, on ne peut pas les rattraper, mais on voit que, passé l'année, eh bien, le nombre d'événements est tout à fait comparable par rapport à la warfarine. Donc la FDA, voyant cette étude de Protect-AF, avait demandé de refaire une étude, en particulier pour essayer de regarder quel était le sort de ces premiers 6 mois et ces risques liés à la procédure, et aussi d'aller regarder des gens qui sont quand même plus à risque de thromboembolique. Eh bien, c'est l'étude privée qui vient de sortir et qui est une étude de non-infériorité avec un intervalle de confiance avec une limite qui était fixée à 1,75 et malheureusement ils sont arrivés à 1,89. Néanmoins, on voit que en termes d'efficacité, c'était pas mal. Et si on décortique l'objectif primaire, eh bien, en termes de sécurité, à moins de 7 jours, donc comprenant tous les événements délétères liés à la procédure, eh bien, on rentre dans l'intervalle de confiance fixé qui était à 2,67, on est à 2,61. Et puis, en termes d'efficacité ischémique après les 7 jours, est-ce que là, finalement, on est bon? Eh bien là, de nouveau, ils ont réussi à avoir leur objectif de non-infériorité. Donc, résumé ces 2 études, par rapport à la warfarine, eh bien, la fermeture de l'auricule a l'air pas mal et a l'air d'être en tout cas comparable en termes de sécurité et d'effet ischémique par rapport à la warfarine. Je parle bien donc de ces patients-là qui ont une indication et une anticoagulation et qui peuvent l'avoir parce qu'ils ne sont pas à risque de saignement, ce qui est différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, la question qu'on aimerait tous se poser, parce que finalement la warfarine, eh bien, elle est un petit peu désuète, eh bien, qu'en est-il de la fermeture de l'auricule par rapport aux nouveaux anticoagulants? Alors si on regarde, évidemment, c'est des études qui sont comparées comme ça, mais dont le design est différent avec des populations qui sont un petit peu différentes. Enfin, si on les met côte à côte, vous voyez ici le risque relatif de faire un AVC ou une embolisation, un événement embolique. Ici, le risque relatif de toute mort confondue, all cause mortality. Et puis là, les risques absolus d'événements thromboemboliques et de mortalité. Eh bien, vous voyez ici en vert que sur la base de ces 2 études randomisées, ça fait environ un peu plus de 1000 patients, eh bien que ça a l'air d'être tout à fait comparable, en tout cas au Dabigatran. Et si vous regardez de plus près ces risques absolus, eh bien, la fermeture de l'auricule sur la base de ça a l'air d'être tout à fait efficace. Alors, qu'en est-il du bénéfice clinique net, puisque c'est toujours un petit peu ça qu'on doit regarder, les avantages de l'hémorragie par rapport à la prévention de thromboembolique? Eh bien, on voit sur la base de Protect-AF qu'il faut environ une année pour voir ce bénéfice clinique net. Si on regarde les registres, toujours enfin peut-être moins bien étudiés, mais qui révèlent quand même un certain nombre de choses, en particulier l'habituation à la technique, eh bien, on voit qu'à partir de 3 mois, on a déjà des effets bénéfiques. Tout ça parce qu'évidemment, eh bien, la technique s'améliore et le volume aidant, eh bien, l'opérateur devient plus performant, notamment
particulier sur les épanchements péricardiques. Voilà, pour quels patients fermeture d'auricule? Moi je diviserais en deux les patients qui ont un risque de saignement. De toute façon, il faut un risque thromboembolique important pour se poser la question, mais après, il faut regarder le risque de saignement. Si le risque de saignement est important, eh bien, soit vous avez déjà eu un saignement, et là, je pense qu'il y a une indication à discuter avec le patient d'une fermeture de l'auricule. Si vous avez une contre-indication, finalement, à une anticoagulation, ou vous êtes intolérant, c'est une thérapie qui est une alternative tout à fait adéquate pour ces patients-là. Et puis, il y a les gens qui ont toujours ce risque thromboembolique élevé, mais qui n'ont pas d'efficacité d'anticoagulation. Et ça vous est tous arrivé d'avoir un patient qui a fait un 2 secondes AVC sous anticoagulation. Qu'est-ce que vous faites avec ce patient? Et bien là, on a une thérapie qui peut répondre à cette question. Il y a aussi ces problèmes de compliance. Attention, avec les nouveaux anticoagulants, c'est assez dur de suivre la compliance. Vous ne savez pas s'il a pris son médicament ou pas, alors qu'avec la warfarine, vous avez l'INR. Ça, on va, à mon avis, avoir pas mal de problèmes dans les années futures. Et puis, il y a le patient qui veut absolument pas prendre l'anticoagulation. Je suis sûr que vous êtes tous confrontés à ce genre de patient. Est-ce que vous lui proposerez une fermeture d'auricule? Sur la base de ces études-là, je pense qu'on peut discuter en tout cas avec lui en lui expliquant les risques de la procédure, mais les effets à long terme qui ont l'air pas mal. Voilà, juste pour vous dire encore que dans les risques de saignement, moi je prends les anti-inflammatoires, le cancer, le risque de chute. On a quand même beaucoup de patients qui sont vieux et qui sont à risque de chute. Voilà, merci pour l'invitation.